bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Alors, c'est une nouvelle sorte de vidéo que j'ai envie de tester sur les 6 prochains mois. Parce que là, je vais vous parler des sorties, que ce soit en grand format ou en poche, de livres donc, qui vont sortir ces temps-ci. Je ne parlerai ici que des livres qui me tentent, pas des suites de sagas que je n'ai pas commencées, sauf exception, potentiellement des premiers tomes, mais surtout des stand-alone dans la littérature blanche, en imaginaire, en romance, peut-être dans d'autres genres littéraires, sait-on jamais. Je ne vais sans doute pas parler de romans graphiques, BD et manga parce que j'en lis rarement et ne m'y intéresse que peu. Ah oui, j'ai remarqué aussi un truc, c'est qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui vont sortir des intégrales. Donc elles ne m'intéressent pas toutes, je ne mentionne que ce qui fait tilt. Toutes mes sources là vont venir de Booknode. Il peut y avoir des petites erreurs dans les dates de publication que je vais annoncer parce que je n'ai pas vérifié sur les sites des maisons d'édition parce que ça demande un temps fou. À chaque fois que je le peux, je vais mentionner la maison d'édition pour les livres que je vais citer. Mais comme j'ai pioché toutes les informations sur Booknode, des fois c'est écrit tout petit sur la couverture, je suis myope. Donc des fois j'arrive pas à lire. Donc voilà. Donc c'est les sorties littéraires 2024, enfin janvier-février, qui me font de l'œil. En janvier, a priori, il y a 28 livres, si je sais bien compter sur mes doigts. Donc pour information, Brajlon va éditer sur support numérique uniquement l'intégrale de tous les livres de plusieurs auteurs. J'ai noté juste Mercedes Laclais, Patricia Briggs. Je vous invite à cliquer sur le lien des éditions Brajlon pour vous tenir au courant de ces intégrales si ça vous intéresse. On va commencer par une intégrale, le livre des glaces de Mark Lawrence. Donc c'est une édition exclusive numérique qui contient les ouvrages suivants. Il y en a 3, La fille et les étoiles, La fille et la montagne, La fille et la lune. Le résumé. Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au cœur de la glace, sur les flancs du roc noir, existe un puits dans lequel on précipite les enfants trop différents. On le nomme le gouffre des absents, une menace qui a toujours plané sur la vie de Yaz. Car, pour endurer les mois de nuit, l'air presque figé par le gel, il faut appartenir à une espèce à part, et Yaz n'en fait pas partie. Lorsque son frère Zin disparaît dans le gouffre, elle est arrachée à la seule vie qu'elle ait jamais connue pour tracer son chemin dans une société souterraine peuplée de monstres terrifiants, de démons et d'esclaves. Décidée à retrouver Zin coûte que coûte, Yaz devra, pour atteindre son but, comprendre les rouages de ce monde dont l'existence même la dépasse. Donc Robin Hobb dit « Si vous aimez la noirceur, vous allez adorer Mark Lawrence ». Car quand la lumière se fait et que tout prend sens, se crée un sublime contraste. The Guardian dit, l'un des meilleurs livres de Lawrence, un récit de survie épique doublé d'un beau roman d'apprentissage. Mark Lawrence, c'est un nom qui me disait quelque chose, donc je regarde juste vite fait. Il est auteur de 28 livres, notamment Le Prince écorché. Je crois que c'est ça qui me disait quelque chose, Le Prince écorché. Donc c'était Mark Lawrence avec le livre de glace, une intégrale en numérique chez Brajlon. On passe à Confluence, une autre intégrale de Sylvie Poulain chez Brajlon en format numérique. Donc là encore c'est une intégrale, il y a 2 ouvrages, Ce qui naît des abysses, Ce qui reste après les tempêtes. Entre Avatar et Abyss, un monde immergé aussi létal qu'envoûtant. 24e siècle, après l'emballement climatique et l'effondrement de la civilisation terrestre, les rescapés tentent de se réinventer sous l'eau au sein de cités sous-marines interdépendantes. Hélas, les vieilles tares de l'humanité ont plongé avec elles. En Atlantique Nord, la belliqueuse Atlantis flirte avec les limites de son mandat de protection, poussée par l'IA qui la dirige. Tandis que les cargos sous-marins de la Hanse participent à de dangereux jeux d'influence. Les tensions se cristallisent autour de Providence, une mystérieuse colonie abyssale refusant de se soumettre. Alors qu'une invasion tourne au désastre et que les secrets de Providence échappent aux Atlantes, un sous-officier, Wolf Douglas, découvre une jeune survivante nommée Jian, qui ne ressemble à rien de ce qu'il connaît. Malgré tout ce qui les sépare, Wolf et Jian sont forcés de coopérer pour survivre aux abysses,
pendant qu'un sous-marin hanséatique s'efforce de récupérer les miettes du conflit. Pris dans un jeu de pouvoir qui les dépasse, le militaire et l'adolescente doivent bientôt faire des choix lourds de conséquences. J'avais dit que je ne ferais pas de premier tome, et ben j'ai menti dès le 3e livre. Paf! La fille du Hälsingland de Katharina Widholm chez HarperCollins. Donc c'est un tome 1 qui est en cours de publication parce que donc il ne précise pas d'autres tomes sur Booknode. La série c'est Destinée suédoise. Le résumé: 1937. Betty, âgée de 17 ans, quitte tout ce qu'elle a toujours connu, son Hälsingland natal, sa mère, ses frères, pour rejoindre la capitale où l'attend une position de femme de chambre chez un riche médecin. Elle, qui ne sait du monde que ce qu'elle en a lu dans les livres, bout d'excitation. Dans le train déjà, elle rencontre un homme passionnant, professeur d'origine juive, qui partage son goût pour la littérature. Mais une fois arrivée en ville, Betty déchante vite. Elle doit supporter le mépris de l'épouse de son employeur et travaille du matin au soir. Elle n'a même plus le temps de lire. Heureusement, elle trouve une alliée en Viola, la bonne de la maison voisine qui lui montre les rouages du service et lui sert de guide. Betty arpente avec elle les rues grouillantes de vie de Stockholm où tout l'émerveille, comme l'amour impossible qu'elle épouse pour Martin, l'homme du train, qui lui a glissé son adresse dans un livre. Je crois que j'ai attrapé froid. Martin qui bientôt disparaît sans laisser de traces. Véritable phénomène en Suède, la fille du Hälsingland raconte le parcours d'une jeune femme courageuse et attachante dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale à Stockholm. Un bijou de roman, le premier d'une série portée par une héroïne singulière, inoubliable. Alors moi, je pense que je vous l'avais déjà dit, je suis quand même assez fanat d'histoire. Même si je suis pas une spécialiste, je suis loin d'être une spécialiste, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Le fait que là, ça se passe en Suède, donc c'est assez loin de notre petite fenêtre de Seconde Guerre mondiale en France. Et je trouve ça vachement intéressant de voir comment ça a pu se passer autrement et ailleurs. Et j'aime bien en fait le fait que ce soit des petites gens aussi. Livre suivant, Les filles du Graal d'Elizabeth Chadwick chez Hauteville. Et si le Graal était une femme, alors que la croisade contre les Cathares saigne la France du XIIIe siècle, Brigide, une jeune femme aux dons extraordinaires, fuit les inquisiteurs qui ont juré de l'éliminer. Dernière héritière de Marie-Madeleine, elle perpétue une lignée millénaire dont l'existence fait vaciller la toute-puissante Église catholique. Quand la campagne militaire s'intensifie avec l'arrivée de Simon de Montfort à la tête des armées du Nord, Brigitte doit trouver refuge auprès des seigneurs locaux rebelles, parmi lesquels le jeune et beau Raoul de Montvalent. Hantée par des visions terribles de l'avenir et afin d'assurer sa descendance, Brigitte est bien décidée à livrer jusqu'au bout le combat de l'amour contre la mort. Pour les fans d'Alison Ware et Philippa Gregory, un roman sur un épisode sanglant de l'histoire de France où le mystique côtoie l'exactitude historique. Philippa Gregory, c'est un nom qui me dit quelque chose aussi par rapport à de la romance historique. Il me semble bien que ce soit romance. Ça me disait bien. Et Elizabeth Chadwick, en cliquant vite fait sur... Ouais, elle a écrit 23 livres quand même. Sur Aliénor d'Aquitaine, Guillaume le Maréchal... J'ai l'impression qu'elle reste quand même plutôt dans un Moyen-Âge, d'après les... Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de livres qui aient été traduits en français. Donc voilà. L'ombre des innocents de René Manzor chez Calman Levy. C'est dans l'ombre des innocents que se cache le mal. Paris. Bureau d'un éditeur bien connu. Alors que Marion Scriba, romancière, parle de son prochain polar, des policiers surgissent et l'interpellent, l'accusant du meurtre qui occupe la France entière depuis 2 jours. Sur l'arme du crime, on a retrouvé l'ADN de Marion. En garde à vue, la romancière clame son innocence. Mais l'ADN n'est-elle pas la reine des preuves ? Acculée, Marion ne voit qu'une solution, certes folle, s'évader pour trouver le vrai tueur et se disculper. Wim Haag, un agent d'Europol qui a rendu son badge 12 ans plus tôt, est rappelé pour cette enquête à haut risque.
Très vite, il comprend que quelque chose cloche. Comment cette femme à la vie bien rangée, qui passe ses journées à écrire des histoires, peut-elle avoir un tel instinct dans sa cavale? Entre Vim, persuadé que la fugitive a un secret, et Marion, bien décidée à débusquer celui qui l'a piégée, commence une traque sans merci. D'habitude, je suis pas très fan de tout ce qui est policier, thriller, etc. Enfin, je suis pas très fan. J'en lis peu, disons. Mais là, le truc que je trouve intéressant, c'est que ce soit une romancière, probablement une romancière de polar, justement, qui soit accusée. Parce que, je dis pas que les romanciers, s'ils étaient accusés de quoi que ce soit, s'en sortiraient facilement ou quelque chose comme ça, mais sur le plan de l'intrigue, je trouve ça assez intéressant. On passe à Daisy Darker de Alice Finet, je pense, chez Hauteville. Oh, elle est belle cette couverture. Donc avec un sous-titre, il n'en restera plus qu'une. Le petit résumé, qui n'est pas très long. Lorsque la marée montera, ils seront coupés du reste du monde. Lorsqu'elle redescendra, plus rien ne sera jamais comme avant. Perchée sur une île des Cornouailles, vers de mer, la demeure ancestrale de la famille Darker, est chaque jour prise au piège de la marée montante. Le soir d'Halloween, les Darker s'y réunissent pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Daisy retrouve un père distant, une mère glaciale, ses 2 sœurs, sa nièce et Connor, un ami de la famille. Tous ont quelque chose à cacher. Alors que la tempête fait rage au dehors, les invités sont tués les uns après les autres au rythme d'une comptine mystérieuse. Pour démasquer le meurtrier, il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Alors, je trouve qu'il y a une petite ambiance Festen, qui est un film nordique, je ne sais plus exactement d'où. Je vous mettrai un lien vers Festen. Je ne vous dis pas de quoi ça cause exactement, mais c'est un film qui a une ambiance très lourde et qui révèle un secret de famille relativement pourri. Pour pas dire plus. Ensuite, on passe... Alors là, le dilemme de Lord Hargrave de Emily Larkin chez J'ai lu Aventure et Passion. On est dans la romance. En costume. Surprenant une conversation entre son frère et le comte d'Ardenne, Kate apprend que ce dernier a l'intention de l'épouser. Elle devrait sauter de joie. Sauf que James n'est absolument pas amoureux d'elle. Contraint de convoler pour garder son héritage, il cherche juste une épouse supportable. Pourquoi ne pas faire une fleur à cette pauvre Kate qui est en passe de devenir vieille fille et qui a le béguin pour lui depuis des années? Quand l'arrogant fait sa demande officielle, Kate refuse avec fierté, évidemment. Mais elle propose de l'aider à trouver la femme idéale. Alors ça me disait bien, parce que, vous voyez, là je pense qu'au niveau des convenances, ça va un peu ruer dans les brancards. Emily Larkin, c'est un nom qui me dit quelque chose comme ça. Elle a écrit une dizaine de livres, plutôt dans le romance historique. Mais je trouve que c'est sympa, ce sont des lectures qui sont vraiment sympas à faire de temps en temps. Donc pourquoi pas. On passe à La forêt pour te dire de Martine Pouchin chez Roman Sarbacane. Il me semble que c'est du jeunesse ou du young adulte, si je ne me trompe pas. Il y a un tout petit résumé et une très belle couverture. Louise, 17 ans, vit dans la forêt, petite sauvageonne éduquée. Elle n'a besoin de personne, ni d'une mère, ni d'un homme, ni de la société. La lumière du jour, le mus des sous-bois, les becs qu'elle cueille pour se nourrir, cela lui suffit. Jusqu'au jour où elle rencontre Paul, un jeune homme étrange tombé sur elle par accident. Avec lui s'agitent en elle toutes les choses qu'elle a fuies, et des choses nouvelles aussi. Je trouve ça... Alors déjà, le titre, il est magnifique. Et le pitch, franchement, sur le côté un peu rencontre improbable qui puisse permettre à un personnage de sortir de sa famille, moi, ça touche à des thématiques qui m'intéressent, qui peuvent justement me toucher. Donc, pourquoi pas. On passe à L'héritage d'Esmeralda de Soraya Lane chez City, il me semble. Oui, c'est écrit en gros. Avec une magnifique villa. La couverture est sympa, hein, ça donne une envie de vacances d'été, etc. Le petit résumé. Hope House.
un nom qui résonne douloureusement. L'endroit était, avant la guerre, une maternité pour mères célibataires à Londres. Lorsque Claudia apprend que c'est là que sa grand-mère Esmeralda est née, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille vole en éclats. Avec pour seul héritage le blason de la famille Diaz, dynastie puissante originaire de Cuba, Claudia part sur les traces de sa véritable histoire familiale. À l'autre bout du monde, elle découvre que la maison des Diaz est en ruine et qu'il ne reste rien de la splendeur passée. Claudia réalise aussi que ces vieilles pierres dissimulent de nombreux secrets, notamment la tragique histoire d'une jeune fille de bonne famille tombée amoureuse d'un homme qu'elle n'avait pas le droit d'aimer. Une histoire de passion et de secrets qui, des décennies plus tard, va une nouvelle fois bouleverser le destin d'une famille. Le côté un peu intergénérationnel, secret de famille, tout ça, moi je trouve ça assez intéressant. Et là, c'est des choses qui, enfin, ça a l'air d'être des secrets qui ont déjà bien vécu, qui, moi, ça m'intrigue honnêtement. Ça m'intrigue pas mal. Livre suivant, La Louisiane de Julie Mallier chez Stock. Je ne sais pas comment se prononce son nom. Alors déjà, la couverture est superbe. C'est une peinture de je ne sais pas qui, mais elle a vraiment une belle force d'évocation. C'est chez Stock Édition. Voilà. C'est écrit tout petit, je vous ai dit, j'ai vachement mal à le lire. Petit résumé. Paris 1720. Marguerite Pancatelin, la supérieure de la Salpêtrière, est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes volontaires qui seront envoyées en Louisiane afin d'y épouser les colons français. Parmi elles, 3 amies improbables. Une orpheline de 12 ans à la langue bien pendue, une jeune aristocrate désargentée et rejetée par sa famille, ainsi qu'une femme condamnée pour avortement. Comme leurs compagnes à bord de la Baleine, Charlotte Petroni et Geneviève ignorent tout ce qui les attend au-delà des mers et n'ont pas leur mot à dire sur leur avenir. Ces étrangères réunies par le destin devront braver l'adversité, maladie, guerre, patriarcat, traverser une vie faite de chagrin d'amour, de naissance et de deuil, de cruauté et de plaisirs inattendus, et d'une amitié forgée dans le feu. Un roman d'une profondeur et d'une émotion saisissante qui nous transporte au cœur d'une terre impitoyable, aux côtés d'héroïnes animées d'une extraordinaire soif d'amour et de vie. Ça me donne vachement envie, sérieusement. Et Julia Mallier n'a écrit que 3 livres, elle est toute jeune, elle est née en 1994. La fiancée de Tocqueville et les fantômes de Christopher Day. Ça me donne envie, hein, franchement. J'aime beaucoup les aspects un peu historiques comme ça. Et un petit peu féministes. Ensuite, bien plus forte que toi, d'Emma Green chez Addictive. C'est un spin-off indépendant de je ne sais plus quoi, probablement du livre suivant. Bon, il y aura du body positivisme, je pense. C'est l'histoire d'un avocat arrogant prêt à défendre une cause désespérée pour redorer son image. Et celle d'une mannequin plus size qui ne veut ni pitié ni charité, mais qui se fourre toujours dans de sales draps, surtout s'il y a un mec charmant dedans. Cette fois, pour sauver son premier rôle dans une série télé, Willa Larson va vraiment avoir besoin de Rio de la Croix, cet immense enfoiré qui la regarde en long, en large et surtout de travers. Il faut dire qu'elle ne passe pas inaperçue avec sa taille 50, sa beauté extraordinaire, son hypersensibilité et sa répartie cinglante. Rio et Willa n'ont rien à faire ensemble, mais déjà ils se désirent. Déjà ils se détestent et surtout ils se défient. Elle n'est pas du tout son genre, mais elle n'a pas besoin de ça. Elle est forte, bien plus forte que lui. Donc c'est le spin-off de PS Oublie-moi, une histoire indépendante qui peut se lire séparément et je vais vous présenter PS Oublie-moi juste après. Mais je voulais juste vous dire que Emma Green, ce sont 2 autrices. Donc il n'y a pas de bio, mais oh la vache, elles ont écrit 203 livres à toutes 2, je crois, toutes les 2. Enfin, chacune de son côté et ensemble. Waouh, chapeau, hein. On passe donc à PS Oublie-moi de Emma Green chez Addictive toujours. Il a brisé son cœur et détruit sa vie. Elle va pourtant devoir se reconstruire avec lui. Léonore est belle comme le jour, mais elle vit dans l'ombre pour cacher son plus gros complexe et son plus douloureux secret. Pourtant, quand une agence de mannequins atypique s'intéresse à elle, elle y voit une chance de se reconstruire. Mais ses espoirs se brisent lorsqu'elle découvre l'identité de son nouveau boss, Wolf Larson, qui doit être le frère de la nana du livre d'avant, le garçon qu'elle aimait et qui a bien failli le détruire.
Il fut son premier amour, son bourreau, son pire cauchemar. 8 ans après le drame, elle est devenue une lionne prête à tout pour survivre. Lui a gardé ses mots féroces et ses yeux de loup. Elle va devoir lui pardonner, il va devoir se racheter pour raviver la flamme qui brûle encore entre eux malgré tout. Ça a l'air mignon, hein. Les Emma Green, j'en entends pas mal parler chez Muffin Book, il me semble, et également chez Les Indélivrables avec, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Clem, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui lit la romance. Mais du coup, ça me donnait plus ou moins envie quand même de découvrir ce qu'ils font. On passe au vent de l'espoir avec le premier tome Vers la terre promise de Anne Jacobs chez l'Archipel. Donc c'est une série de je ne sais pas combien de livres dont c'est le premier. Un mot en anglais. Lancashire, 1857. Lisa, 17 ans, est femme de chambre au service des Pringles, comme les chips. C'est un seul chip. Un jeune couple qui la traite bien, mais son père exige soudain qu'elle revienne vivre parmi les siens pour s'occuper de sa mère malade et de ses jeunes frères et sœurs. Lisa déchante, mais sa déception n'est rien comparée à la décision qu'a prise pour elle son père. Elle épousera un veuf bien plus âgé qu'elle. Pour échapper aux avances de plus en plus insistantes de cet homme dont elle ne veut pas, Lisa s'enfuit. In extremis, la jeune femme parvient à rejoindre les Pringles avant qu'ils embarquent pour l'Australie, terre lointaine où ils ont décidé d'émigrer. Lisa se croit enfin tranquille, mais à bord du navire, elle fait une terrible découverte qui réduit à néant ses espoirs. À moins que ce territoire nouveau et sauvage ne soit la promesse de perspective que jamais son Lancashire natal n'aurait pu lui offrir. On parie que le vieux moche, il est à bord du bateau ? Donc franchement, toutes les histoires de migration et d'histoires avec un grand H, ce sont vraiment des choses qui me disent bien. Et le mariage arrangé aussi, qu'on y échappe ou pas, j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'elle a écrit beaucoup de romances en costume, entre guillemets, Anne Jacobs. Ça me donne envie. Il y a l'air d'avoir des choses qui sont un peu plus Seconde Guerre mondiale ou 19e. Mais bref, ça me donne envie. C'est le premier tome, donc. On passe ensuite à Là où sont les oiseaux de Maren Uthaug chez Totem. Avec une très belle couverture. On dirait une carte postale. Et je pense qu'on est en jeunesse. Bon, je vais parler norvégien. Alors, mettez vos boules caisses. Au large de la Norvège se dresse, inébranlable, le phare de Kjønskjær. Coupés du monde, les habitants de cette contrée soumise aux lois de la nature vivent dans un profond isolement. Johan rêve de fuir vers l'Amérique avec la belle Anna, son premier amour. Mais pour subvenir aux besoins de sa vieille mère, le jeune homme devient le gardien du phare et prend pour épouse la fille du pasteur, Marie. Rapidement, Marie met au monde 2 enfants, Darling et Valdemar. Seulement ici, les liens familiaux sont des chaînes qui, une fois brisées, libèrent la folie de chacun. Les années s'écoulent, épuisantes, au gré de féroces tempêtes. Johan, Darling, Marie, les apparences sont trompeuses et à mesure que le temps passe, de sombres désirs se réveillent. Dans un décor glacé, Maren Uthaug signe une saga familiale à 3 voix qui brûle d'un désir ardent de liberté. Déjà, on dirait que le père, en fait, il voulait pas rester là. Et Totem, c'est une maison d'édition que je connais pas beaucoup, mais franchement, rien que la couverture me donne envie de découvrir aussi d'autres livres qu'ils éditent. On passe ensuite au premier tome d'une série. Je pense que la série s'appelle Winner et le premier tome, c'est The Curse de Marie Rutkowski. Et on est chez Lumen. Si je ne me trompe pas, j'ai dû entendre parler d'elle chez Les Mots de l'Imaginaire. Gagner peut être la pire des malédictions. Fille du plus célèbre général d'un empire conquérant, Kestrel n'a que 2 choix devant elle, s'enrôler dans l'armée ou se marier. Mais à 17 ans à peine, elle n'est pas prête à se fermer ainsi tous les horizons. Un jour, au marché, elle cède à une impulsion et acquiert pour une petite fortune un esclave rebelle à qui elle espère éviter la mort. Bientôt, toute la ville ne parle plus que de son coup de folie.
qu'Estrelle vient de succomber à la malédiction du vainqueur, celui qui remporte une enchère achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Elle ignore encore qu'elle est loin, bien loin d'avoir fini de payer son geste. Joueuse hors pair, stratège confirmée, elle a la réputation de toujours savoir qu'on lui ment. Elle doit donc deviner une partie du passé tourmenté de l'esclave, Harine, et comprend qu'il n'est pas qui il paraît. Mais ce qu'elle soupçonne n'est qu'une infime partie de la vérité, une vérité qui pourrait bien lui coûter la vie à elle et à tout son entourage. Gagner sera-t-il pour elle la pire des malédictions, jeu de pouvoir, coup de bluff et piège insidieux. Dans un monde nouveau né de l'imagination d'une auteure unanimement saluée pour son talent, deux jeunes gens que tout oppose se livrent à une partie de poker menteur qui pourrait bien décider de la destinée de tout un peuple. Donc c'est une série de 4 livres. Ah oui, donc gagner peut-être la pire des malédictions. Et Marie Rutkowski, elle en a écrit 10. Il y avait les Chroniques de Chronos, Forgotten Gods aussi. Oh, ça donne trop envie. Et The Shadow Society. Donc les Chroniques de Chronos et Forgotten Gods, ce sont 2 autres séries. Et The Shadow Society, c'est un one-shot a priori. On passe à... Oh, là, je crois qu'il va y avoir de la moto. J'ai très envie de regarder de nouveau Sons of Anarchy, sauf que j'ai du mal à m'y mettre. Enfin, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, Devil of Dublin de E.E. Easton chez BMR Éditions. Ah, on n'est peut-être pas du tout dans la moto, je ne sais plus. Puisses-tu être au paradis une demi-heure avant que le diable ait vent de ta mort. Vous avez vu comme je suis myope ? Résumé, je n'arrive plus à me rappeler la couleur exacte des yeux de mon grand-père, ni son rire, ni son regard malicieux, quand il me racontait des histoires fantastiques sur la forêt derrière sa ferme en Irlande. Des fées timides qui se délectaient de biscuits, aux sorcières redoutables qui se nourrissaient d'enfants. Quand j'étais petite, j'avalais chacun de ces mots comme une vérité absolue. Pourtant, lorsqu'il m'a mise en garde contre le mystérieux garçon qui se terrait aussi dans ces bois, celui que le prêtre avait qualifié d'enfant de Satan, j'ai choisi de ne pas l'écouter. Kellen n'était pas un monstre, il était doux, beau, différent des autres et en détresse. Il était mon ami, et au fil des étés passés ensemble en cachette dans cette forêt mystique, il est devenu bien plus encore. Cependant, lors de mon retour à Glenshire à l'âge adulte, en plein deuil et fiancé à un autre homme, toutes ces vieilles légendes prennent soudainement la forme de cauchemars terrifiants. Mon grand-père avait vu juste sur toute la ligne, en particulier à propos du garçon, si seulement j'avais prêté attention à ses conseils. Et ben ça me donne vachement envie ça. Donc on n'est pas du tout dans les motos, on est dans la forêt. Donc E.E. Easton a écrit une 12aine de livres, dont une série qui s'appelle 44 chapitres, une autre qui s'appelle The Rain Trilogy, et le reste, donc Cocktails, The One More Step, Group Therapy et Devil of Dublin, ce sont des one-shots. Ça me donne trop envie. On passe à La Grande A de Giulia Caminito chez Gelsmeister. Je suis désolée, j'ai un accent pourri dans les langues à l'est sur la carte. Seconde Guerre mondiale en Lombardie. Je vous ai dit que j'aimais bien l'histoire. Giada, 13 ans, petite fille maigrichonne au caractère bien trempé, vit chez sa tante à Contrecœur. Depuis que sa mère Adi est partie faire fortune dans les colonies italiennes en Afrique, elle ne pense qu'à la rejoindre dans ce qu'elle appelle la Grande A, une terre qu'elle imagine pleine de merveilles et de promesses. Mais la défaite de l'Italie fasciste et la difficile période de reconstruction ne cessent de retarder leur retrouvailles. Jusqu'au jour où, enfin, cette mère idéalisée revient la chercher. À 17 ans, Giada embarque alors pour l'Érythrée. Rien n'est tel qu'elle l'avait imaginé, mais la jeune fille apprécie sa nouvelle vie et elle rencontre le beau Giacomo pour le meilleur et pour le pire. Dans la campagne lombarde à l'été sans fin, d'Assab, Giada entame son grand voyage pour se trouver elle-même. Donc c'est le premier roman de Giulia Caminito, une fresque lumineuse et orageuse à la saveur de grandes sagas familiales. Je me demande si c'est pas à destination de la jeunesse, sans être sûre. Hein. Pas forcément livre jeunesse, mais peut-être livre young adulte. À vérifier. Et Les dieux de jade et d'ombre de Sylvia Moreno Garcia. Pardon. Chez Brajlon.
La couverture est trop belle et c'est Silvia Moreno Garcia. C'est une de mes lectures préférées de l'année dernière. Un sombre conte de fées inspiré par le folklore mexicain. L'autrice de Mexican Gothic nous offre un récit envoûtant qui aborde les thèmes de l'identité, de la liberté et de l'amour et qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu lire. Et bien je confirme parce que Mexican Gothic ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu lire. Finaliste du prix Nebula, sélectionné parmi les meilleurs livres de l'année par NPR, je ne sais pas ce que c'est. Mexique, année 20. Le Jazz Age bat son plein, mais Cassiopeia Thun est trop occupée à récurer les sols de la maison de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d'une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique, une vie dont elle serait maîtresse. Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre en bois dans la chambre de son grand-père. C'est ainsi qu'elle libère, bien malgré elle, l'esprit d'un dieu de la mort maya. Un dieu qui lui demande de l'aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettrait à Cassiopeia de réaliser tous ses rêves. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant et usant de son esprit aiguisé, Cassiopeia se lance dans un périple à travers son pays, des jungles du Yucatan aux lumières éblouissantes de Mexico en passant par les noires profondeurs du monde des morts mayas. Ah, putain, je vais l'acheter. Donc Silvia Moreno Garcia, je crois que c'est... Ah non, mais elle a écrit plein de livres. Il n'y en a peut-être pas beaucoup de... Donc j'ai lu Mexican Gothic. Je pense qu'il y a une partie qui n'est pas encore... Et c'est honteux, qui n'a pas encore été traduit en français. Mais j'ai acheté aussi La fille du docteur Moreau en format numérique. Mais je pense que là, je vais me jeter dessus. C'est juste pas possible. C'est Silvia Moreno Garcia. Je peux pas faire autrement. C'est pas de ma faute. Sous le ciel d'Eagle Bay de Sophie Jomain chez Charleston. Alors, Sophie Jomain, si vous avez entendu parler, c'était l'autrice du roman de Noël qui était un peu sous forme de calendrier de l'Avent, qui était carrément sous forme de calendrier de l'Avent, où chaque chapitre se détachait. Donc c'est passé partout sur les réseaux sociaux. Et je l'ai également vu dans une vidéo très sympa de chez Piketty Bookin, où elle faisait des sablés de Noël et puis elle papotait pendant ce temps. C'est trop sympa. Alors déjà, couverture très belle. Moi j'aime bien le côté un peu minimaliste comme ça. Donc c'est sympa. Je crois que c'est des trucs très feel good ce qu'elle écrit. Je ne l'ai jamais lu encore. Abigail Lompré n'est pas retournée en Alaska depuis 10 ans. L'île du Prince de Galles est belle, brute et sauvage, mais elle l'a fui à l'adolescence pour rejoindre sa grand-mère paternelle à Paris, laissant derrière elle un père qu'elle aimait profondément et une mère avec qui elle ne s'est jamais entendue. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien pour Emma qu'Abby est de retour. Pierre est mort et elle sait que son devoir est de ramener en France la seule famille qui lui reste, qu'importe leurs désaccords passés. Sans son mari, son roc, son compagnon de toujours, Emma n'est plus capable de vivre seule dans un endroit aussi hostile et isolé, mais jamais elle ne quittera son île. Convaincre Abby que sa vie est ici, sur la terre de son enfance, serait la seule solution. Au fil des jours s'engage un combat de volonté, mais naissent aussi l'espoir et de timides rapprochements entre Abby et Emma. Sauront-elles se pardonner toutes ces années perdues ? Alors, ensuite, il y a Vers les lueurs de Juliette Adam chez Flammarion. Avec une très jolie couverture. Ils sont 5. Léo, Alice, Stéphane, Camille et Sarah. Aïcha les accueille dans sa maison à l'abri des grands arbres, le temps de mettre en pause leur vie cabossée et de se reconstruire. Très vite, ils vont s'apprivoiser, céder, se séduire. Mais lorsque le monde extérieur vient brutalement se rappeler à eux, l'harmonie du groupe est menacée et de lourds secrets refont surface. Un roman choral d'amitié, d'amour et de résilience porté par l'écriture intense de Juliette Adam, qui est une toute jeune autrice aussi, j'ai l'impression, d'après la photo. Ah, mais elle a écrit pas mal de livres, hein. Donc j'ai l'impression que là on était plus sur un livre aussi pour éventuellement jeunesse, young adulte, mais ça peut être sympa. Terre fragile de Claire Fuller chez Stock, où là on est plus dans une couverture qui est sobre et rose, très rose.
Lorsqu'on vit en marge de la société, il suffit d'un pas pour basculer. Les jumeaux Julius et Janie ont toujours su qu'ils étaient différents. À 51 ans, ils habitent encore avec leur mère, Dot, à l'écart d'un petit village anglais nommé Inkbourne. Le cottage qu'ils louent depuis leur naissance les protège du monde extérieur. Dedans, ils jouent de la musique et chantent. Dehors, ils plantent, cueillent et chassent ce dont ils ont besoin pour survivre. Cette vie-là est la seule qu'ils connaissent et la seule qu'ils désirent. Lorsque Dot meurt soudainement, leur existence se trouve ébranlée et les menaces pleuvent sur leur foyer. Alors que Janie et Julius se démènent pour préserver leur petit sanctuaire et ne pas sombrer dans la pauvreté, les secrets de leur mère refont surface, bouleversant leurs certitudes les plus profondes. Terre fragile est tout à la fois un portrait saisissant de la marginalité et de la précarité dans l'Angleterre rurale et un magnifique roman sur la trahison, l'amour et la résilience, traduit de l'anglais par Mathilde Bach. C'est une autrice que je ne connais pas, il ne me semble pas, Claire Fuller, qui a écrit 4 livres. Non, ça ne me dit rien. Elle a écrit Les jours infinis, Un mariage anglais et L'été des oranges amères. Et en fait, cette histoire-là me fait penser à 2 choses. Le film Nell, qui est assez vieux, avec Jodie Foster, qui était toute jeune à l'époque. Si je retrouve le titre de ce livre, je vous le remettrai. Mais il y a une journaliste américaine qui a plutôt bien réussi dans sa vie, qui a fait un roman autobiographique. Donc je dis roman parce que je pense qu'elle a romancé une partie de sa vie. Où en gros, c'est une famille c'est une famille avec pas mal d'enfants et des parents qui étaient clairement marginaux. Où le père était un inventeur qui inventait plein de choses mais n'arrivait jamais à rien vendre vraiment. Et la maman, c'était une femme qui était prof d'art ou quelque chose comme ça. Et ils étaient marginaux, pourquoi ? Parce qu'ils allaient de ville en ville, parce que dès qu'ils étaient trop endettés dans une ville, ils déménageaient, ils allaient ailleurs. Et du coup, la précarité est devenue de plus en plus grande, parce qu'à la fin, c'était vraiment de la fuite en avant, jusqu'à ce que le père finisse à la rue, il me semble bien. Et pourtant, malgré ce climat social qui est quand même relativement lourd, et c'est une famille aussi où il me semble que la maman était atteinte d'une maladie mentale, on sentait vraiment l'amour aussi de cette femme qui dresse le portrait de sa famille. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Si je retrouve le titre, j'essaierai de vous le mettre, mais... franchement, c'est un livre qui m'avait vraiment marqué au niveau de la lecture. Et ça m'a fait penser au livre de Claire Fuller, Terre fragile. On passe au secret de la Villa Freiberg de Romina Casagrande. Donc le secret de la Villa Freiberg chez Fleuve Édition. Ouh, ça sent la Deuxième Guerre mondiale. Une villa centenaire sort de son oubli pour révéler une tragique histoire passée. De nos jours, Bess pensait en avoir fini avec la Villa Freiberg. Congédiée sans préavis par Rosemaria Tondini, la propriétaire de cette ancienne demeure, l'architecte s'était résolu à abandonner ses projets de rénovation. Pourtant, 1 mois plus tard, à la suite du décès de Madame Tondini, Bess apprend que cette dernière lui a légué la villa pour qu'elle la réhabilite et en fasse un musée. Mais quelle mémoire cette bâtisse pleine de déchets peut-elle bien conserver ? 1943, orphelins, Emma et Benjamin sont accueillis chez un ami de leur père, un général, qui a promis de les protéger. Les enfants s'adaptent à leur nouveau quotidien, nouent des relations complices avec les domestiques, tandis que Frau Anna, la femme du général, organise des réceptions fastueuses dans la villa où les officiels nazis qui occupent la région sont toujours bien reçus. Mais un jour, Benjamin disparaît. Bon, je vous ai déjà dit, j'aime bien la seconde... Enfin, j'aime bien. La Seconde Guerre mondiale, c'est une thématique qui m'intéresse. Là, je trouve qu'on touche peut-être un petit peu à de la collaboration très active. Ça me fait penser un tout petit peu à Monsieur Batignolles, qui... je vous mettrai le lien vers ce film-là qui est super, un film avec Gérard Jugnot. Et franchement, ça me dit bien. Ça me dit bien, ça me dit bien. Livre suivant. 17 mm de Florence Medina aux éditions Scrinéo. Et là, je pense qu'on est en young adulte. Un roman en vers d'une justesse à couper le souffle sur l'avortement.
Youpi. Cet été, en camp d'ado, Mona et Liam ont fait l'amour pour la première fois. C'était bien, sauf que le préservatif a craqué et qu'ils n'ont pas osé demander aux monos de les accompagner à la pharmacie pour demander une pilule du lendemain. Mais après tout, Mona avait eu ses règles quelques jours plus tôt, alors ça ne risquait rien, si. 6 semaines plus tard, la jeune femme doit se rendre à l'évidence. Elle est enceinte. Et d'après les informations qu'elle a glanées sur le net, elle héberge déjà un embryon de 17 mm. C'est peu et c'est beaucoup, 17 mm. C'est trop quand on ne veut pas d'un enfant, là tout de suite, à 16 ans. Mona a le choix. Le droit d'avorter, ce n'est pas facile pour autant. Je trouve ça très important de parler justement de ce droit, de rappeler ce droit, de ne pas juger que la jeune femme fasse un choix ou un autre. C'est son corps, ça lui appartient. C'est sa décision et c'est la décision de Liam aussi. Donc je trouve que c'est une thématique qui n'est pas évidente à aborder, mais qui doit être abordée de toute manière. Donc à voir. Ensuite, le retour de janvier de Charlotte Dordor chez Pocket. Avec une jolie couverture là aussi. Après les avoir redoutés, ce sont désormais les périodes qu'il préfère, les grandes marées. Il les attend, quand on ne peut plus circuler à pied et que l'eau pénètre partout. Le niveau de la mer est monté. La Rochelle, régulièrement submergée et sous contrôle de l'armée, s'est vidée de la plupart de ses habitants. Janvier Bonnefoy y vit dans la solitude, remontant en barque les rues noyées et ressassant la dispute qui l'a forcé, un an plus tôt, à quitter la ferme familiale en Lozère. Le jour où la ville est évacuée, Janvier décide de rentrer chez lui. Par les chemins de Charente et de Corrèze, il traverse une France minée par les tempêtes, le repli identitaire et les attentats écologistes. Il découvre stupéfait un pays persuadé de pouvoir encore vivre normalement. Dans une ferme du Cantal, il fait la connaissance d'Adèle, une jeune femme énigmatique qui lui offre le gîte en échange de son aide. Partagé entre l'appel du voyage vers sa terre natale et les promesses ambivalentes que dessine ce nouveau foyer, Janvier est bientôt rattrapé par d'encombrants compagnons d'infortune. Ça m'intrigue. Et en plus, si c'est une sortie Pocket, ça veut dire que c'est déjà sorti en grand format. Et je ne sais pas chez qui, c'est pas noté chez Babelio. Chez Booknote, pardon. Ensuite, Identité nomade de Jean-Marie Gustave Leclésio chez Robert Laffont. Alors, Jean-Marie Leclésio, j'ai dû lire au moins 2 livres de lui. C'est un écrivain voyageur. J'aime pas mal sa plume. C'est un prix Nobel de littérature. C'est une pointure. Résumé. J'ai eu la chance et la malchance de naître pendant la guerre. Or, les enfants nés dans une guerre sont particulièrement attentifs au malheur et à la difficulté de la vie. Je me souviens très bien des bombardements. Ma mère, ma grand-mère, mon frère et moi vivions à Nice à cette époque-là. Mon père était médecin en Afrique. Nous étions séparés par la guerre. Il était né sur l'île Maurice qui appartenait à l'Empire britannique. Il avait été expédié au Nigeria. Du côté de ma mère aussi, ils étaient mauriciens. Ils étaient venus s'installer à Paris. Dans cette famille, on est alternativement prospère puis ruiné. On vient de pays différents, mais on garde quelque chose en commun. J'y vois une espèce de goût pour l'aventure et une attirance pour ce qu'on peut apprendre en voyageant. Je descends donc de toutes ces origines et je crois que j'ai hérité de ces traits familiaux. Mon identité est là. C'est une identité nomade. Je vais essayer de retrouver le titre des livres que j'ai lus. J'ai peut-être lu Le Chercheur d'or. Bon, il a écrit quand même un paquet de livres. Je pense que j'ai lu Le Chercheur d'or. La fièvre, ça me dit quelque chose. Mais alors, c'est des lectures qui remontent à Perpète. Donc, je ne saurais pas trop vous dire. Ah, Hazard et Angolimala, ça me dit quelque chose aussi. J'ai peut-être bien 2-3 livres à lui. Et c'est peut-être bien aussi 2-3 livres. Il y en a peut-être que je n'ai pas lu non plus. Parce que c'est un peu ma spécialité. Je suis un écureuil. Donc, je conserve des bouquins. Plein de bouquins, on ne sait jamais. On passe à Le Roi des Blancs de Loïc Le Gloaec chez Le Passeur.
Voici les mots d'un enfant, d'un rêveur, d'un idéaliste, né dans une plantation de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, exploité dans les champs de canne à sucre, spectateur d'un monde violent et cruel, avant que la Providence ne le transporte par-delà les mers à la suite du propriétaire de la plantation, puissant vicomte du pays de Blois. Au soir de sa vie, il entreprend de raconter son histoire. Il écrit pour rendre témoignage des crimes et des sévices dont il a été le témoin. Il écrit pour l'amour des lettres, pour l'amour d'une femme, pour le souvenir de son maître, dont il a vu la chute lente et douloureuse sous les coups de la Révolution. Premier roman à l'écriture sensible et élégante, empreint d'humanisme, Le Roi des Blancs est un hommage à toutes les victimes de l'histoire. Je trouve ça touchant, moi, les premiers livres. On passe ensuite aux Royaumes immobiles de Ariel Holz. Je ne sais pas le prononcer, c'est chez Slalom. C'est le premier tome d'une duologie. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre, un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Un roman fantastique de haute volée dans l'univers sombre et mystérieux des fées. Je dirais plutôt un roman fantasy. Et le deuxième livre, c'est Le règne des chimères. C'est toujours chez Slalom. Le règne des chimères, ça sort quand? J'ai pas l'impression qu'il y ait de date de sortie encore. Et est-ce qu'elle a écrit autre chose, Ariel Holz? Oh, c'est un homme! Est-ce qu'il a écrit autre chose, Ariel Holz? Les Sœurs Carmine, une série. Fingus Manister, une série. Il a participé à l'anthologie des Imaginales. Il a écrit une série L'âme vive, série Hypermonde, série Runborn. Et Bépocalypse, Temps mort, Peine ombre, Pax Automata et une intégrale des Sœurs Carmine, en one shot. Et enfin, La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott chez Albin Michel, Imaginaire, avec cette magnifique couverture. Séparés depuis l'enfance, Bellatine et Isaac Yaga pensaient ne jamais se revoir. Mais lorsque tous deux apprennent qu'ils vont hériter de leur grand-mère ukrainienne, frères et sœurs acceptent de se rencontrer. Ils découvrent alors que leur legs n'est ni une propriété ni de l'argent, mais quelque chose de bien étrange. Une maison intelligente juchée sur des pattes de poulet. Arrivée de Kiev, foyer ancestral de la famille Yaga, Lisba est traquée par une entité maléfique, ombre longue, qui ne reculera devant aucun acte de violence pour détruire l'héritage de Baba Yaga. Bon, allez, en lisant L'ours et le rossignol et les autres livres de Catherine Ardenne, donc de la trilogie de la nuit d'hiver, j'ai très envie de lire plein de livres sur la mythologie d'origine slave. Je m'arrête ici parce que j'ai sélectionné pour vous, pour le mois prochain, 23 livres, qu'on est déjà à... Je pense qu'on est déjà à plus de 45 minutes largement de vidéo, donc on s'arrête là. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré parmi la sélection que je vous ai faite, parce que là c'était plus de 600 livres sur Booknode, des choses qui vont vous intéresser. Et si vous pouvez m'en suggérer d'autres aussi, parce que je suis forcément passée à côté de certaines choses. Il y avait énormément de romances, donc je voulais pas en mettre trop non plus, parce que c'est pas forcément mon genre de prédilection, parce que souvent, on va dire un coup sur deux, je suis déçue, voire très déçue par la romance, donc voilà. Et bien la prochaine vidéo, ça sera du coup début février pour les sorties du mois de février. Rêvez tout grand et achetez tout plein de livres. C'est important de soutenir les maisons d'édition. À bientôt!